Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après une semaine de polémique entre ministres sur les Roms, le chef de l'État a voulu réaffirmer son autorité. François Hollande rappelle à tous le devoir d'unité, une mise au point, mais sans trancher sur le fond du conflit. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. La réforme des rythmes scolaires, objet d'une réunion ce matin à l'Élysée, cristallise les mécontentements. Mais le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, reste droit dans ses bottes et réaffirme encore ce soir que sa réforme va dans l'intérêt des enfants. Les parents s'inquiètent, l'opposition crie à la catastrophe et les maires de France se mobilisent pour obtenir des garanties sur son financement. On en parle avec notre invité ce soir, c'est le président de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard, tout à l'heure. En Italie, Enrico Letta, grand vainqueur au sortir d'une phase politique très délicate qui a signé la capitulation de Silvio Berlusconi en votant la confiance au gouvernement et donc au Premier ministre. Le Parlement évite une crise politique au pays et renvoie le Cavaliere à sa perte d'influence. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Après une semaine de polémique sur les Roms, sa mise au point était attendue. François Hollande a rappelé à tous ses ministres le devoir de solidarité et d'unité. Le Premier ministre a été prié de tenir davantage également son équipe. La mise au point a donc été faite, mais sans vraiment trancher sur le fond. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. C'est la dernière fois. Voilà ce qu'a dit François Hollande à ses ministres ce matin. L'avertissement est clair et si certains n'ont pas encore compris, la porte-parole du gouvernement se charge de traduire. Indéniablement, cela signifie qu'une polémique comme celle à laquelle nous avons assisté ces derniers jours ne pourra plus se reproduire. Le Premier ministre a aussi eu droit à sa remontrance puisque le président lui a demandé d'assurer davantage la coordination du travail et de l'expression du gouvernement. Interrogé à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault s'est donc lui aussi montré déterminé. Un gouvernement, ce n'est pas une addition d'individualités, c'est une équipe qui consacre l'essentiel de son temps, de son énergie au service du pays et rien d'autre. Voilà le comportement auquel chacun a été rappelé. Sur le fond de la polémique, en revanche, le couple exécutif n'a pas tranché, renvoyant à la circulaire sur les campements illicites d'août 2012 qui fixe les conditions d'une expulsion. Mais pour les élus socialistes, il était temps que le président intervienne. Moi, sur le terrain, on me l'a dit tout le week-end, en me disant il faut arrêter la cacophonie. Il est temps que tout le monde rentre dans le rang et que tout simplement chacun fasse son travail à sa place, là où il est. Les ministres sont désormais prévenus. À la prochaine polémique sur la place publique, c'est le renvoi. Les personnalités du gouvernement, Manuel Valls et Cécile Duflot en tête, doivent donc désormais apprendre à se contrôler. Le président de la République était très attendu aujourd'hui par les éleveurs, accueillis par quelques sifflets et hués à son arrivée au sommet de l'élevage près de Clermont-Ferrand. François Hollande a adressé un message de confiance promettant aux éleveurs de leur donner la priorité dans la future politique agricole commune. Près d'1 milliard d'euros par an seront ainsi réorientés vers le monde de l'élevage. Après ces annonces, l'ambiance était beaucoup moins tendue. L'opération séduction n'est pas gagnée, mais elle vient d'être lancée. Et puis cette question à présent dans l'actualité, comment peser sur le Grand Paris? C'est la question que se posent au Sénat les opposants au projet de la métropole parisienne. Ces sénateurs ont décidé de ne plus rejeter en bloc le texte auquel ils sont hostiles, mais de proposer un projet alternatif avec ici et là des amendements susceptibles d'être retenus. L'objectif étant de laisser une marque sur ce Grand Paris déjà adopté à l'Assemblée. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Changement de stratégie pour les opposants au Grand Paris version 2013. Pour laisser leur empreinte sur le texte, les sénateurs hostiles ne vont pas le modifier de fond en comble comme en première lecture. La tactique adoptée, insérer des amendements qui ont une chance d'être acceptés au Palais Bourbon. Il est évident que pour nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'un texte qui sorte du Sénat pour envoyer un texte à l'Assemblée. Par conséquent, l'objectif n'est pas du tout de rejeter le texte,
L'objectif, c'est de faire des amendements pour écrire la totalité du texte sur la métropole Île-de-France. Les opposants refusent que la future métropole puisse lever l'impôt et craignent une absorption des intercommunalités dans le Grand Paris. Une évolution pourtant nécessaire aux yeux des défenseurs du projet. Je crois qu'il faut rester sur le principe qui a été voté par l'Assemblée nationale. C'est ça qui est fondamental. C'est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un seul, de façon à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Ce n'est pas un club de ville ou des choses comme ça. C'est une vraie gouvernance pour faire des choses. Mais cette nouvelle gouvernance inquiète. Pour le groupe communiste, la concentration des pouvoirs de la métropole va creuser le fossé entre les citoyens et leur administration. Nous sommes là encore, s'agissant particulièrement de la métropole du Grand Paris, sur un monstre technocratique éloigné des gens, qui ne prend pas en compte l'avis des élus. Donc on est dans un déficit démocratique profond. Les débats vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Les adversaires ont donc 3 jours pour faire entendre leurs arguments. Et sur ce sujet, on rejoint Tam Tranui depuis l'hémicycle du Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Sonia. Alors les sénateurs poursuivent ce soir l'examen du texte sur les métropoles, on le voit derrière vous. Quelle est l'ambiance dans l'hémicycle? Bien écoutez Sonia, l'ambiance a été tout cet après-midi au dialogue constructif. Constructif, c'était décidément le mot du jour. Il a été répété par de nombreux orateurs cet après-midi, mais aussi par la ministre Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation, qui a salué notamment la sagesse et la modération des sénateurs. Il faut dire qu'elle avait sorti la carte de la diplomatie afin de nouer, lors de cette deuxième lecture du texte sur les métropoles, un dialogue plus constructif justement avec les sénateurs, plus constructif que lors de la première lecture qui avait vu le rejet de la métropole du Grand Paris. Les sénateurs UMP, quant à eux, se sont dit prêts au compromis et ils ont salué au passage le travail effectué par le rapporteur socialiste du texte, René Vandierendonck. Mais voilà, le dialogue, ça n'empêche pas le désaccord. Et dès le premier article du texte, eh bien, les sénateurs ont apposé leur marque au texte puisqu'ils ont rejeté vers 19h la création du Haut Conseil des territoires, cette instance de concertation entre l'État et les collectivités voulue par le gouvernement. Mais voilà, cette instance, eh bien, elle allait un petit peu sur les prérogatives du Sénat. Du coup, le constat était sans appel, le rejet sans appel. Les sénateurs UMP, centristes et également RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche, ont uni leurs voix contre, tandis que les socialistes, eux, se sont abstenus et le gouvernement a, quant à lui, se remis à la sagesse des sénateurs. Ce soir, les sénateurs viennent de reprendre les discussions sur l'article 2 du texte. Ils en sont donc toujours à cette partie un petit peu générale sur les responsabilités des collectivités et de l'État. On est donc encore loin de l'article 12, l'article le plus épineux du texte sur cette fameuse métropole du Grand Paris. Merci beaucoup Tam pour vos explications. Dans l'actualité, la réforme des rythmes scolaires, objet d'une réunion ce matin à l'Elysée, cristallise les mécontentements. Mais le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, reste droit dans ses bottes et réaffirme encore ce soir que sa réforme va dans l'intérêt des enfants. Les parents, quant à eux, s'inquiètent, l'opposition crie à la catastrophe et les maires de France se mobilisent pour obtenir des garanties sur son financement. On en parle dans un instant avec notre invité. C'est le président de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard. Bonsoir à vous. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Flora Sauvage. Regardez. Un mois après la rentrée scolaire, la colère gronde dans les quelques 4000 communes qui sont passées à la semaine des 4 jours et demi. On sent que c'est pas du tout préparé, que ça a été fait à la va-vite. Alors que l'UMP réclame le report de la réforme, au Sénat, l'opposition demande une mission d'information sur les nouveaux rythmes scolaires. Partout, les enseignants, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, on nous dit voilà ce qu'il faut faire. Et tout cela est très difficile à faire. Et au plus la commune est démographiquement importante, au plus le coût est élevé. Ça n'est pas la somme d'argent que fait miroiter le gouvernement qui peut régler le problème. Pour cette ancienne institutrice, le bilan de la réforme, après un mois de rodage, est plutôt positif, malgré la volonté de l'UMP d'en faire un enjeu pour les prochaines élections. Ils sont dans la préparation des élections municipales et d'ailleurs M. Copé l'a très bien annoncé hier. Il a annoncé ces 4 points d'attaque de la gauche en espérant faire retomber sur les élus locaux les critiques qu'ils formulent au niveau national. Donc effectivement, on est dans un clivage politique qui se clarifie.
Dans ce contexte, le ministre de l'Éducation Vincent Peillon, qui a été convoqué par le président de la République ce midi, a concédé de la nécessité de faire quelques efforts, tout en réaffirmant qu'il faut un temps d'adaptation. Et invité du 22h ce soir, donc Jacques Pélissard, bonsoir à vous, bonsoir. Président de l'Association des maires de France. Vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le financement de cette réforme des rythmes scolaires. Ce soir, le ministre de l'Éducation Vincent Peillon, invité du 20h de TF1, affirme que l'argent est là. On l'écoute. Les villes les plus pauvres de France, c'est le cas de Denain, c'est le cas de Mende, sont passées à cette rentrée au rythme. Pourquoi ? Ils disent une chose simple, ils disent vous donnez 150 € par enfant pour ces activités. Jamais nous n'avions eu ces moyens. Et c'est ce qui fait que vous avez des villes très riches qui ne sont pas passées à cette rentrée. Mais la plupart des villes pauvres sont passées parce que ce fonds que le président de la République a accordé pour la réforme des rythmes scolaires et qui fait que nous donnons de l'argent aux collectivités et que nous permettons aux parents d'avoir des activités gratuites. Ils n'en ont jamais eu pour le périscolaire. Il va d'abord et plus aux villes pauvres en zone rurale et aux villes pauvres en zone urbaine. On ne va pas reculer sur cette réforme, elle est l'intérêt des élèves. On va encore sacrifier l'intérêt des petits Français? Non. Est-ce qu'il faut améliorer dans certains endroits? Nous allons aider les maires à faire de meilleures offres, parce que c'est ça la difficulté dans un certain nombre d'endroits. Et à partir de là, nous allons donner le temps nécessaire pour que cette réforme s'accomplisse et réussisse. Jacques Pélissard, d'abord sur le financement. Est-ce que vous êtes rassuré ce soir par ce que dit le ministre de l'Éducation? Non. Parce que le fonds d'amorçage qui était prévu pour 250 millions d'euros était destiné en principe à toutes les communes. Or seulement 4000 communes, 20% des élèves sont passés à la semaine de 4 jours et demi dès septembre 2013. Donc ce fonds a été peu consommé. Par contre, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait pérennisation de cette aide sur 2014 et au-delà pour l'ensemble des communes. Et j'ai attendu le 1er août 2013 pour l'écrire à Jean-Marc Ayrault en disant on a plusieurs points délicat. Et le premier, le plus important, c'est le financement de ce surcoût. Vous a-t-il répondu, le Premier Pas ministre? encore, mais j'ai juste matin un coup de téléphone. Nous avons une réunion le 9 octobre prochain pour en débattre. Un surcoût, c'est pas donc un chiffre modeste, c'est 150 € de surcoût par enfant. Mais vous avez entendu le ministre de l'Éducation dans le reste de cette interview, il dit l'argent est là, c'est la priorité du gouvernement. L'argent est là. Vous ne croyez pas en la parole de ce gouvernement? L'argent est là pour un amorçage qui n'était que très partiel. Seulement 20% des enfants ont bénéficié de cet amorçage. Pour les autres, les 80% qui restent, il faut aussi que l'argent soit prévu par une dotation budgétaire et non pas par un prélèvement sur les fonds de la caisse d'allocation familiale. Donc vous ne vous fiez pas aux paroles ce soir? J'ai écrit de façon précise au Premier ministre le 1er août. J'attends le 9 octobre des réponses précises à une inquiétude légitime des maires. Et pas uniquement des maires de droite, pas uniquement des maires de gauche, l'ensemble des maires. Il y a un bureau de l'AMS ce matin. Oui, tout à fait. On va en parler en détail. Mais une parenthèse, vous avez écrit au Premier ministre et pas finalement au ministre qui est en charge du dossier. Est-ce que vous estimez qu'il n'est plus légitime sur ce dossier? Non, mais c'est une question qui implique un arbitrage interministériel parce qu'il y a des aspects financiers, des aspects éducatifs, des aspects réglementaires. C'est l'office du Premier ministre de répondre à des dossiers complexes. Vous avez entendu Vincent Peillon, il reste droit dans ses bottes et il dit surtout, il appelle chaque parti, y compris les maires inquiets, à voir d'abord l'intérêt de l'enfant. Mais nous avons toujours dit que nous étions favorables à l'intérêt de l'enfant. Si sur le plan pédagogique, sur le plan des rythmes, la semaine de 4 jours et demi est meilleure et favorable à l'enfant, nous sommes d'accord. Mais pas n'importe qui est bien fondée pour vous. Pas à n'importe quelle condition. C'est l'État qui impose un changement des rythmes scolaires. C'est à l'État de compenser, c'est la Constitution, une charge nouvelle qui nous impose. Les sénateurs UMP ont demandé la mise en place d'une mission d'information sur cette réforme et surtout sur son financement. Est-ce que vous faites confiance et vous attendez surtout le résultat de cette mission pour avancer? Je pense que la mission peut concourir à éclairer le Parlement. Sans plus, vous attendez surtout la réponse du Premier ministre? J'attends surtout la réponse du Premier ministre sur un financement pérenne et complémentaire nécessaire aux communes. Jacques Pélissard, le gouvernement ne compte pas faire marche arrière. Quels sont dans ce cas les moyens que vous prévoyez pour quand même appliquer la réforme? Il ne compte pas faire marche arrière, mais j'ai entendu M. Peillon en disant qu'il fallait donner du temps
pour réussir la réforme. Donner du temps, c'est peut-être une souplesse injectée dans le dispositif. Et si souplesse il n'y a pas, quels sont les moyens que dont vous disposez pour appliquer cette réforme? Si souplesse il n'y a pas, le Congrès des maires de France qui se tient en novembre 2013, qui accueillera le Premier ministre, qui accueillera M. Payon, en tirera les conséquences. C'est un ensemble de maires qui sont inquiets sur des questions financières, sur des questions de locaux, sur des questions de recrutement d'animateurs, pour que la prestation offerte aux enfants soit de bonne qualité. Si on n'a pas les réponses et si on n'a pas les moyens financiers, on sera dans une situation de Et quelles conséquences pour qu'on comprenne un petit peu votre Moi, je ne veux pas parler de retrait de texte, je ne veux pas parler de report. Je dis simplement, nous avons posé le 1er août des questions précises sur le financement, sur les normes d'encadrement. On n'a pas encore parlé des normes d'encadrement. Elles sont importantes pour nous parce qu'elles conditionnent aussi le coût. Et sur ces deux questions, sur la question du calendrier, demandé par les DAZEN, par les directeurs départementaux de l'éducation nationale, nous attendons des réponses précises. On l'a compris. Est-ce que cette réforme masque pour vous un nouvel impôt? Est-ce que les collectivités vont être contraintes d'augmenter les impôts locaux? Et là, ça nous concerne tous. On veut savoir. Il y a plusieurs réponses possibles. Face à une charge réalité, nouvelle, la réponse est celle des dotations d'État que nous attendons sur ce registre particulier. Première chose, ce n'est pas encore acquis. Deuxième possibilité, c'est augmenter les impôts. Mais en un temps où le pouvoir d'achat des Français est contraint, c'est le moins qu'on puisse dire, ça ne paraît pas souhaitable. Puis troisième paramètre, qui me paraît aussi gênant, c'est voir les communes diminuer leurs investissements. Et si les communes diminuent leurs investissements, c'est moins d'emplois local, c'est moins de richesses créées sur le plan local. Et c'est, à mon sens, une solution. Est-ce que vous ne dressez pas un tableau trop noir de la situation pour certaines communes, pour certains maires, ça se passe plutôt bien? Est-ce qu'on n'est pas en train d'obscurcir le tableau? Tient donc à quelques mois d'élections et d'échéances électorales. Non, très franchement, je n'ai pas l'habitude de noircir les tableaux, mais d'être dans une définition de la réalité. Aujourd'hui, on a des problèmes de locaux, parfois entre l'éducation nationale et les animateurs. On a des problèmes de recrutement d'animateurs. C'est moins vrai dans les grosses villes, où il y a des équipements sportifs de proximité, où il y a des salles de proximité, où il y a des animateurs qui sont étudiants, diplômés par ailleurs, qui peuvent intervenir. Par contre, en zone rurale, quelle que soit la commune, qu'elle soit de droite, de gauche, le problème est le même. Les maires qui veulent bien faire pour les enfants, qui ont en ligne de mire l'intérêt de l'enfant, sont parfois en situation très contrainte. Ils n'ont pas les moyens de faire. Même si vous avez entendu Vincent Payon qui a dit « j'ai d'abord aidé les communes les plus pauvres ce soir ». Oui, mais il n'a aidé que 20% des enfants. Très bien, on a pour bien le reste, compris. Il faut un peu de moyens. Mais ne soyons pas naïfs, même si vous avez rappelé en début de cet entretien que c'était des maires à la fois de gauche et de droite qui font cet appel. Cette réforme, elle est aussi pour la droite, j'allais dire du pain béni, c'est une occasion d'affaiblir le gouvernement. C'est un sujet sensible, potentiellement explosif. Vous en tenez compte, vous qui faites partie de l'opposition? Non. Je ne suis pas là en tant que député MP. On peut enlever sa casquette et mettre l'autre casquette aussi facilement. Jean-François Copé est dans son rôle en demandant le retrait d'une réforme qui manifestement a été préparée de façon un peu rapide, sans disposer des moyens nécessaires. Et moi, président de l'Association des maires de France, représentant tous les maires dans leur diversité géographique, démographique, politique, je suis aussi dans mon rôle en disant il faut que l'État réponde aux questions légitimes que se posent tous les maires sur le financement, sur les normes d'encadrement, parce que celles-ci, contrairement à ce que M. Hollande avait dit devant le Congrès des maires de France en novembre 2012, n'ont pas été unifiées, allégées et clarifiées. Pour terminer, Jacques Pélissard, puisque vous représentez tous ces maires de gauche, de droite, du centre, des communes pauvres, riches, etc., des campagnes, des milieux urbains, quel est l'état d'esprit des maires? Quelle est l'ambiance? Quelle est l'atmosphère sur le terrain? L'atmosphère, c'est une inquiétude face à un effet ciseau. Nos charges ont augmenté. Plus de retraite, de cotisation de retraite des agents des collectivités locales, plus de TVA, les rythmes scolaires, les remboursements de TVA qui seront moins efficaces. Vous le vivez aussi, le ras-le-bol fiscal? On vit également le ras-le-bol face à des charges nouvelles. Puis parallèlement, les dotations d'État baissent. Donc plus de charges, moins de dotations. Les maires sont effectivement inquiets face à différents sujets. Donc vous tirez la sonnette d'alarme ce soir? Je tire la sonnette d'alarme, je vais la tirer le 9 octobre pour sur tous ces sujets, de façon exigeante, mais constructive, parce que c'est la vocation de l'AMF, on trouve des solutions. On se retrouvera donc le 9 octobre pour en parler au lendemain de votre rendez-vous. Merci beaucoup Jacques Pélissard, merci d'avoir été notre invité. La suite du 22h, dans un instant, c'est notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Sophie Normand.
Elle s'estimait victime de contrôle aux faciès. 13 personnes ont été déboutées. Leur action en justice visait l'État et le ministère de l'Intérieur pour faute lourde. Au nom de nos 13 clients, nous allons évidemment interjeter appel de cette décision. Cette décision qui en réalité ne fait que confirmer que les contrôles d'identité restent encore en France une zone de non-droit. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que les plaignants contestaient en fait le régime juridique applicable au contrôle d'identité et donc la loi elle-même, et a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer. Justice toujours avec cette lourde condamnation pour Ryanair, 200 000 € d'amende et près de 9 millions d'euros de dommages et intérêts. La compagnie aérienne low cost est accusée d'avoir enfreint le droit social français à l'aéroport de Marseille. L'entreprise n'a jamais déclaré son activité ni au registre du commerce ni à l'URSSAF, tandis que ses 127 salariés relevaient du droit irlandais. Ryanair opérait dans des conditions totalement illégales au regard du droit français et ça crée des conditions de concurrence déloyales vis-à-vis des entreprises françaises qui, elles, emploient des pilotes, des navigants en respectant le droit français. La compagnie a indiqué son intention de faire appel. L'affaire Tapie, pas vraiment une bonne opération financière pour l'État, à en croire les avocats de l'homme d'affaires. Les procédures se multiplient contre l'arbitrage controversé sur la vente d'Adidas. Assignation au civil aujourd'hui, série d'actions devant la Cour d'appel de Paris, en révision, annulation ou en rétractation. Objectif, récupérer 403 millions d'euros. Pourtant, in fine, cet activisme procédural pourrait coûter plus cher aux contribuables, selon les avocats de Bernard Tapie. Le gouvernement italien survit, Berlusconi capitule. Enrico Letta a survécu aujourd'hui à un vote de confiance décisif au Sénat. L'exécutif a été soutenu à une écrasante majorité. In extremis, Silvio Berlusconi s'est rallié au camp du oui à l'État. Il avait pourtant rompu avec lui par surprise samedi dernier, en ordonnant aux 5 ministres de son parti de démissionner, faisant craindre une crise politique. Nous avons décidé, non sans débat interne, de voter la confiance envers ce gouvernement. Le Cavaliere était contesté au sein même de son parti. Cette capitulation marque pour certains observateurs la fin d'un système. Le club d'éditorialistes du mercredi soir est au menu. La journée des mises au point et des explications. Mise au point sur la polémique autour des Roms, explications sur la réforme des rythmes scolaires qui cristallise les mécontentements. Le président reprend la main sur des dossiers sensibles pour rappeler ses ministres au devoir d'unité, tenter de clore les polémiques et asseoir aussi son autorité. Mise en cause par l'opposition, on en parle avec nos invités ce soir. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, éditorialiste au Figaro. Avec nous également Michel Urvois, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Ouest France, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Sonia. Et mon complice Hervé Baudry, notre dessinateur. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Vous allez bien? Très bien. Alors on peut y aller. On va parler des mises au point de François Hollande. Guillaume Tabar, cette fois-ci, a prévenu, a menacé François Hollande. C'est la dernière fois. Avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on peut croire que c'est la dernière fois vraiment que François Hollande aura à faire une mise au point face à ses ministres? Non, car ça n'est pas la première fois qu'il dit que c'est la dernière fois. Alors c'est un peu compliqué, mais j'ai retrouvé au moins 3 épisodes où, avec des mots quasiment identiques à ceux qu'il employait aujourd'hui, François Hollande a prévenu ses ministres que cette fois c'était fini. La première fois c'était en avril. Vous vous souvenez, il y avait Arnaud Montebourg, Cécile Duflot déjà et Benoît Hamon qui avaient critiqué la politique de rigueur, ce qu'ils avaient appelé l'austérité, en demandant une autre ligne économique. Gros conflit au sein du gouvernement et François Hollande qui dit les débats sont légitimes mais il faut les avoir entre nous et lorsque c'est arbitré il n'y a qu'une seule ligne et c'est la dernière fois que je le dis. Ensuite vous vous souvenez de l'épisode de Delphine Batho qui conteste son budget, elle est limogée et là encore en Conseil des ministres François Hollande dit qu'elle avait manqué à la solidarité gouvernementale, que ça ne se faisait pas, qu'il y a une seule ligne, que ça s'applique à tout le monde et que désormais chacun est prévenu qu'il ne le répétera plus. Ben voilà, on a encore un 3e épisode. Alors peut-être que c'est le dernier, on ne le sait pas, mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que François Hollande n'ait pas changé de registre cette fois-ci. Et donc, l'accoutumance de l'engueulade, si on peut dire, bah, ça n'est pas très dissuasif. Oui, on connaît ça avec les enfants, effectivement. Michel Urvois, que penser de ces mises au point de la part de François Hollande derrière les grilles de l'Élysée, en Conseil des ministres, à huis clos, avec des fuites après, puis des dépêches AFP, alors que les ministres, eux, ne se gênent pas justement pour afficher publiquement leur désaccord? C'était difficile pour le président de la République de répondre publiquement
à une injonction de Cécile Duflot, puisque c'était elle qui demandait une explication, une intervention, un arbitrage du président de la République. Donc c'est assez normal que ça se soit passé de cette manière-là, mais je voudrais revenir sur le fond de la question. Je pense que les conditions restent réunies pour que ce genre de choses se poursuivent. Pourquoi ? Simplement, les deux protagonistes, Manuel Valls et Cécile Duflot, sont des gens dont le président de la République a besoin dans sa majorité. Ils le savent, ils savent qu'ils ne sont pas éjectables aussi facilement que cela, qu'ils ne sont pas aussi remplaçables que cela, et donc par conséquent, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'affirment pas. Il y a d'autant moins de raisons qu'ils ne s'affirment pas que les sondages n'étant pas bons, chacun est tenté de jouer sa carte, de jouer sa partition, l'un sur la fiscalité, l'autre sur l'écologie, le troisième sur la sécurité. Et donc voilà au moins deux conditions qui font que le risque que ça se reproduise demeure. Alors on va faire un détour par la première caricature d'Hervé. La colère, c'est maintenant. Oui, à noter que j'ai pas noté, ou je n'ai pas écrit Pépère Fouettard. Hein, mais vous l'avez dit, c'est pire. Où est passé mon fouet à la recherche dans la caisse à outils? Oui, vous avez parlé de fiscalité, Michel Urvoas, Jean-Luc Gombault, pas plus tard que la semaine dernière. Il a fallu aussi recadrer les ministres, et surtout le premier d'entre eux, sur la signification de ce que c'était une pause fiscale. Exactement. Alors c'était plutôt un couac de communication qu'une divergence sur la ligne. Parce qu'au final, on a eu une pause fiscale, sauf pour les ménages, où la chose a quand même continué à progresser nettement, mais si on a derrière une pause fiscale globale. Ce qui est derrière la question des personnes, il y a le problème de simplement de la situation. C'est-à-dire que quand ça se dispute au sommet, c'est que ça va mal à la base. C'est-à-dire que les gens sont tous d'accord quand on voit l'amélioration générale de la situation économique, il n'y a pas de raison de se disputer. Sur l'affaire des Roms, il est clair qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. On n'arrive pas à résoudre le problème. Et à partir de là, ce qu'a dit M. Valls est assez intéressant parce que c'est surtout lui qui a été quand même recadré dans cette affaire. M. Hérault hier a dit l'intégration est possible. Le président de la République a répété l'intégration possible, alors que M. Valls avait bien dit la semaine dernière, il a dit l'intégration n'est pas possible sauf pour quelques familles. Et la solution, c'est le retour aux frontières. Donc il y avait là l'intégration est possible. Reste à savoir d'ailleurs si ceci est vrai, bien entendu. Oui, sur le fond, Guillaume Tabar. Sur un point, c'est que Jean-Marc Ayrault a clairement affiché une différence avec Manuel Valls en disant l'intégration est possible. Mais précisément, les mots employés par François Hollande aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de son Premier ministre. Manuel Valls a dit seule une petite minorité veut s'intégrer. Quelques familles veulent s'intégrer. Il n'a pas dit elles ne peuvent pas, il a dit elles ne veulent pas. Bon. Et là, dans le communiqué de François Hollande dit il faut favoriser l'intégration pour ceux qui le peuvent ou qui le veulent. Et je pense que la mention de qui le veulent a été une manière de dire je reprends quand même l'argument du ministre de l'Intérieur. Ça peut paraître un peu des débats sémantiques, mais je pense que sur le fond, François Hollande est conscient de l'approche de la campagne municipale, de la montée de l'exaspération ou en tout cas de l'opinion sur cette question-là. Et sur le fond, je pense qu'il soutient plutôt la ligne, en tout cas le discours de fermeté de Manuel Valls. Mais pour autant, Michel Urvoas, est-ce que la question sur les Roms, le démantèlement des camps illégaux, est-ce que c'est tranché ou est-ce qu'on cache le problème sous le tapis en sachant pertinemment qu'il va exploser à la figure des maires à l'approche des municipales? Moi, je pense que le problème est assez instrumentalisé. Il y a 17 000 Roms en France, il y en a 100 000 en Allemagne, il y en a 160 000 en Espagne, il y en a 600 000 en Italie. On devrait quand même pouvoir régler au moins une partie du problème. Et d'ailleurs, depuis le mois d'août 2012, depuis la fameuse circulaire interministérielle, il y a 1 millier d'enfants qui sont scolarisés. Donc c'est quand même intéressant. C'est pas beaucoup, mais ils sont pas très nombreux non plus. Ils sont que quelques milliers. Donc il y en a 1 millier de plus en 1 an. Je trouve que c'est un signe intéressant. Alors je ne sais pas si le dispositif est suffisant, je ne sais pas s'il est parfait, je ne sais pas si les moyens sont assez lourds, mais en tout cas ça peut fonctionner au moins pour une partie. Et alors, une toute petite remarque sur l'aspect plus politique ou politicien. Je pense qu'il y a une utilisation, pour le coup, de Manuel Valls sur le thème de la sécurité. Et que c'est bien commode, effectivement, à 6 mois des municipales, de tenir ce langage-là. Oui. C'est encourageant de voir que certains arrivent à s'intégrer par le biais de l'école. En même temps, le fait que les enfants soient scolarisés ne veut pas dire que tous les problèmes soient réglés, y compris les problèmes de délinquance liés à ces enfants. Donc c'est un
une avancée positive, mais il ne suffit pas que les enfants soient scolarisés pour que le problème Rome disparaisse. Mais il y a des cas, la preuve d'ailleurs ce matin dans les colonnes de l'Ouest France, on a publié un reportage sur des exemples d'intégration, donc c'est possible. Hervé Baudry croque le devoir d'unité, de solidarité du gouvernement François Hollande. On est un clan, comme chez les Roms. Voilà, tout à fait. Mais justement, Guillaume Tabar, certains ministres, toujours les mêmes d'ailleurs, se comportent un petit peu comme si on était, vous allez me corriger si ce n'est pas le cas, comme si on était en 4e République. Et du côté de François Hollande, il ne se comporte pas toujours comme si on était dans la 5e, justement. Oui, la François Hollande, je pense qu'elle a commencé à le comprendre, en tout cas dans son adresse aujourd'hui au Premier ministre. Il montre qu'il veut revenir à ce fonctionnement-là. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis une semaine que la polémique est sur la place publique, celui qui s'est retrouvé en ligne de mire, c'est François Hollande. Bien sûr, parce que Cécile Duflot l'a interpellé, mais parce qu'on dit, bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne tranche pas? Pourquoi il ne décide pas? Pourquoi il ne sanctionne pas? Bon. Or, dans la 5e République, il y a un chef du gouvernement. Exactement. Et sa vocation est précisément d'être, on dit souvent, un paratonnerre ou un paravent du président. C'est-à-dire que mettre le président à l'abri des contingences et des humeurs immédiates pour être à l'instance suprême d'arbitrage. Or là, c'est François Hollande lui-même qui a dû descendre dans l'arène, ou ne pas y descendre, mais du coup être critiqué pour ne pas l'avoir fait assez. Et là, implicitement, il a dit à son Premier ministre aujourd'hui, maintenant à l'avenir, j'aimerais bien que ce soit toi qui t'en occupes. Il y a une phrase là aussi, il dit qu'à l'avenir, le Premier ministre s'occupe encore davantage de la cohésion gouvernementale. Je crois que c'est une petite pique un peu déguisée. Je crois que François Hollande a été un peu agacé de voir que son Premier ministre, même s'il a fait des déclarations dès le vendredi, a été un petit peu absent de ce débat. Et même dès le jeudi, parce que à Angers, il était sur place, j'en étais témoin parce que j'étais sur place également, et il a expliqué la ligne du gouvernement et la fameuse circulaire. Donc il a réagi très rapidement, mais étonnamment, et c'est là où vous avez raison, c'est que ça n'a pas tué les discussions. Hervé Baudry, qu'est-ce que vous nous avez croqué là? Une petite remise en situation de la fameuse journée de la visite à Florange et de la sortie de Cécile Duflot. Elle m'en voudra pas. Et vous donc, je sais pas. Mais justement, Jean-Luc Gombault, on a l'impression d'un perpétuel retour en arrière. Quand François Hollande gagne en autorité, comme sur la scène internationale, comme lorsqu'il va d'ailleurs aussi devant la colère des syndicats à Florange, ses ministres lui sabotent le travail. On a l'impression une marche en avant, des pas en arrière. Je crois que la polémique s'est ouverte par Madame Duflot, lorsqu'elle en a appelé le président de la République, mais je ne crois pas qu'il y ait eu dans son esprit une concomitance, en tout cas une volonté de saboter le voyage de... On n'est pas dans sa tête. Peut-être pas dans sa tête. Par ailleurs, elle fait quand même son travail en tant que membre du gouvernement. Par exemple, il y a 15 jours, les Verts étaient réunis sur il faut absolument remonter la taxe sur le diesel. Vous n'entendrez plus parler, les Verts, sur remonter la taxe sur le diesel. Elle a quand même calmé, elle, pour ce qui est de sa responsabilité. Elle fait le job par rapport au groupe qui la soutient, qui s'appelle les Verts. Et je pense que de ce point de vue-là, François Hollande peut lui en être reconnaissant, malgré l'impair de la semaine dernière. Je reste sur l'autorité du président Guillaume Tabar ces derniers jours. Des poids lourds de la majorité se sont exprimés justement pour mettre en avant cette autorité. Alors il y a le président de l'Assemblée, aujourd'hui, Claude Barthelone, qui a prévenu: ne confondez pas la bonhomie de François Hollande avec un quelconque manque d'autorité. Avant, c'était Bernard Cazeneuve qui insistait sur l'exigence et l'autorité du président sur ses ministres. Il faut le rappeler à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Oui, ce qui devrait être évident n'a pas besoin d'être rappelé. En même temps, c'est quand même pas totalement faux. Il ne faut pas réduire François Hollande à une sorte d'ectoplasme qui assisterait impuissant à tout ce qui se passe. C'est vrai que je pense pas qu'il manque d'autorité, mais il n'aime pas trancher. Ouais, il est trop habile, peut-être. Oui, en tout cas, il aime l'harmonie, il aime la synthèse. Il a fait ça pendant des années comme premier secrétaire du PS. Dans sa propre campagne, le fait d'avoir su intégrer ensuite Manuel Valls, Arnaud Montebourg, tout ça, il a réussi un bel équilibre dont il était assez fier. Bon, sauf qu'on arrive à un moment où on voit les limites du système. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Et il aimerait bien que ce soit les autres qui pensent la même chose et qui s'évitent des conflits. Oui, alors il y a quelqu'un qui ne va pas nous éviter des conflits. J'aime beaucoup aussi, je veux faire des amis ça fait la gente féminine, mais j'aime beaucoup les femmes. Mais j'aime beaucoup Valérie aussi. C'est spécial dédicace, alors on vous laisse en tête à tête. Mais Jean-Luc Gombault, ça fait 12 minutes, 15 minutes qu'on parle de ce sujet. Au final, le calcul de François Hollande, c'est pas tellement cette polémique sur les Roms ni ce sujet. Le vrai calcul, c'est surtout les résultats. Il compte sur les résultats. Et les fruits de sa politique, c'est l'inversion de la courbe du chômage, c'est l'emploi. Alors, il y a deux choses. Il y a évidemment la conjoncture économique et il faut que ça s'améliore d'ici au municipal. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourra jouer sur le résultat des municipales. Et puis, il y a la discussion budgétaire, quand même. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi
du côté de la majorité, peut-être même à l'intérieur du camp des ministres, de taper sur le poing sur la table pour une insatisfaction de ce qui va se passer. Donc le problème qui est posé à François Hollande, c'est pas seulement de calmer les ministres sur un dossier particulier Rome qui est quand même assez mineur dans la situation globale française, mais justement d'essayer qu'il n'y ait pas de chaos dans une conjoncture globale qui est extrêmement difficile à gérer. Même s'il y a un petit frémissement. Alors parlons justement d'un autre sujet, celui-ci beaucoup plus concernant, j'allais dire, c'est la réforme des rythmes scolaires qui cristallise les mécontentements sur ce sujet. François Hollande reprend aussi la main avec une réunion. Aujourd'hui, Guillaume Tabar, il y avait urgence à le faire? Oui, il y avait urgence d'abord parce que la grogne montait. Et ce qui est surtout frappant dans cette affaire, c'est que la grogne monte de partout. On a entendu tout à l'heure Jacques Pélissard parler de l'inquiétude des maires face au financement de tout ça, parce que la mise en place d'activités nouvelles suppose la capacité de le financer. Mais on disait, hein, on parle toujours à la place des enfants, que les enfants étaient plus fatigués qu'avant. Bon, vrai ou pas vrai, en tout cas on le disait. Les professeurs n'étaient pas contents parce que leur classe était occupée par d'autres etc. Les parents d'élèves n'étaient pas contents non plus parce que ça bouleversait l'organisation. Bref, une réforme qui au départ était censée être consensuelle. Parce que souvenez-vous, oui, il y avait eu des critiques lorsque... Pour l'intérêt des enfants, on était tous partants pour la signer, cette réforme. Voilà, bon, et à l'arrivée, personne n'est content. Alors pourquoi? Je pense que d'abord que Vincent Peillon a péché un peu par orgueil. Il a pensé qu'il suffisait de décréter cette réforme, de dire elle est consensuelle, elle est dans l'intérêt des enfants, et ça va se passer tout seul, et l'intendance suivra. La tendance n'a pas suivi, et on sait bien qu'en matière d'éducation nationale, il ne suffit pas d'avoir de brillantes idées, il faut précisément que l'intendance soit là. Et ça, il ne s'en est pas assez occupé. Et souvenez-vous même, parce que là, la polémique part, alors que 20% seulement des communes passent dès la rentrée 2013, et c'était déjà une concession par rapport à ce que voulait Vincent Peillon. Parce qu'au départ, Vincent Peillon avait dit rentrée 2013, toutes les écoles y passent. Il y avait déjà une première polémique. Il avait dû concéder un étalement sur 2 ans. Même avec cet étalement, on voit que tous les problèmes ne sont pas réglés. Attendez, avant d'afficher votre prochain dessin, nous dit que les élèves sont peut-être fatigués et déboussolés, mais les socialistes on parle aussi. De classe, mais la classe politique, je pense qu'elle se sent aussi concernée. Michel Hervois, on lit et on dit que ça peut être la réforme de tous les dangers. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération? Il y a une politisation du sujet, c'est évident, qui n'est d'ailleurs pas la même selon qui parle. Vous avez interviewé tout à l'heure Jacques Pélissard, qui a quand même une approche pacifiée de la question et qui ne demande pas son retrait, contrairement à Jean-François Copé, ils sont quand même tous les deux à l'UMP. Donc je pense que la proximité l'approche des municipales explique l'exacerbation du débat. Cela dit, c'est exact qu'il y a une difficulté, qu'il y a eu une imprévision des besoins. Mais sur le fond, moi je constate qu'il demeure un accord, il demeure une espèce de consensus. On voit bien, s'il y a un étalement... On a rappelé aujourd'hui les syndicats de parents qui étaient s'il y a un étalement de la réforme, je pense que ça peut passer. Il ne faut pas qu'il y aille en force, Vincent Peillon. C'est ça surtout qui lui est reproché, c'est d'être allé trop vite. Moi, je ferai un autre reproche à cette réforme, c'est qu'on a un gros problème en France de niveau scolaire, d'apprentissage, de l'écriture, de la lecture, etc. Et ça aurait été bien que cette réforme porte d'abord là-dessus, essentiellement là-dessus. Qu'il y ait des activités créatives, du théâtre, de tout ce qu'on veut, c'est très très bien. Mais il y a ce problème-là qui serait un moyen de réduire les inégalités, alors que cette réforme-là, aujourd'hui, elle rajoute de l'inégalité. Et pour Hervé Baudry, regardez le nouveau rythme scolaire, c'est nous qui le payons. Bien vu, justement. En parlant d'addition, Jean-Luc Gombault, vous avez entendu Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France, il dit ce qui ne va pas, c'est justement ce financement. On n'a pas de garantie. Est-ce que c'est le cas? Oui, exactement. On a la garantie, en fait, que le financement, l'aide de l'État s'arrête en 2014. C'est-à-dire qu'il est bien précisé que l'aide ne sera pas pérenne. Alors j'ai relu le programme de François Hollande cet après-midi et je me suis aperçu que c'est l'une des rares mesures, parce qu'elle était inscrite, cette mesure, dans son programme, qui n'était pas chiffrée. C'est-à-dire qu'il avait chiffré, alors on n'est pas sur des sommes considérables, mais enfin, à régime, une fois que tout ça sera en route, on parle quand même de 600 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Et les 600 millions d'euros n'étaient pas là, ce qui fait que ceux qui contestaient le chiffrage de M. François Hollande n'avaient pas de moyens pour le contester. Donc il y a eu certainement une sous-estimation du problème du coût. Il n'a pas vu, parce que c'est pas lui qui a eu le premier cette idée de passer aux 4 jours et demi. L'équipe Sarkozy y avait pensé.
elle l'a remis sous le placard parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait... Et ce qui est très étrange à cette affaire, c'est que, puisqu'on dit que M. Hollande est un petit peu hésitant, il pèse le pour et le contre, il aurait très bien pu faire une réforme progressive. Il y a déjà une habitude depuis plusieurs années en France, lorsqu'on réforme les politiques publiques, de faire de l'expérimentation. Ça aurait été tout à fait possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de dire, bon, 2014 peut-être, on pourrait reporter à 2015 ou 2016, ça apparaîtra comme un recul. Alors que si on avait les choses de manière très pondérée, on aurait pu prendre quelques communes qui étaient partantes, qui étaient d'accord, et puis l'étendre progressivement. Si c'était et la colère la gronde, méthode n'est pas bonne. Les maires, les parents, l'opposition qui s'est engouffrée dans la brèche. Attention, ça peut être la chronique d'une révolte annoncée ou peut-être en tout cas d'une réforme cocotte-minute, Guillaume Tabar, où on exagère les choses. Tout ce qui concerne l'école est toujours explosif. Société, oui. Ça, faut le savoir. Genre que l'éducation nationale est remplie de réformes inabouties, un nombre de réformes qui ont été retirées ou inachevées. Voilà, il y a une sorte de malédiction. Alors, il y a toutes les questions qu'on a soulevées qui sont réelles, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a au sein du monde scolaire dans son ensemble un corporatisme et un conservatisme qui n'aident pas à faire bouger les choses. Vous n'allez pas vous faire des amis aussi ce soir? Oui, Michel Lervois. Mais de tout le monde. Il y a d'enseignants, mais aussi des parents d'élèves. Bien rattrapé, Il y a une explication complémentaire qui explique que le surgissement là, soudain de ce conflit, c'est que l'État a demandé en même temps aux collectivités de réduire d'1,5 milliard leurs dépenses. Donc, il y a quand même... sont étranglées, elles n'en peuvent plus. Et Jacques Pélissard nous l'a dit. Ce débat-là, sur cette journée, cette semaine raccourcie, il y a la volonté des collectivités locales de remettre à plat l'ensemble du financement. Or, vous savez qu'il y a un projet du gouvernement de réforme de la taxe d'habitation. Ça, c'est une véritable bombe financière et qui va poser des gros problèmes aux collectivités locales et notamment aux contribuables. Et là, je pense que ça peut jouer comme expérience pour avancer dans cette histoire de manière piano. Piano qui va, piano bassano. Et prendre tout l'argent aux collectivités, dit Hervé Baudry, est-ce que ce n'est pas du racket? On peut se poser la question, mais bon, peut-être s'arranger. Hein. Il y a deux aspects. D'abord, ce qui est incroyable, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que Vincent Payon, qui se rêve ministre de l'Éducation depuis tout petit ou presque, a eu tout le temps, tout le loisir, je veux dire, de réfléchir, de mûrir sa réforme. Et au final, c'est presque tout l'inverse. Comment ça se fait? Oui, parce que le président, je pense qu'il a beaucoup réfléchi à l'aspect programmatique des choses, à sa vision de l'école, qu'on peut ensuite contester. Hein, je n'entre pas dans ce débat-là. Je veux dire qu'il a quasiment une sorte de religion de la République qui est très, très entière. Et très, une mission, ils se sont investis pour une mission peut-être, oui. Mais Vincent Payon n'a jamais été un élu local. Hein. Il a été élu en Picardie, puis après il s'est fait élire député européen, enfin il a été député un bref moment. Mais il n'a pas d'enracinement local. Bon, c'est pas de sa faute et c'est pas un crime, mais ça le rend peut-être moins averti, moins alerté que d'autres. C'est pas de chance, voilà un non-cumulard qui se plante parce qu'il n'est pas cumulard. Finalement, peut-être que les difficultés de Vincent Payon sont un plaidoyer pour le cumul des mandats. Il y a aussi, Michel Lervois, la droite qui saisit la balle de la grogne au bon. Il faut dire que l'UMP est à peu près divisé sur tous les sujets, sauf sur celui-ci. Alors, sauf sur celui-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques jours, Jean-François Copé a fait de la vie quotidienne le thème ou les thèmes de sa campagne pour les municipales. Donc, il y a effectivement les nouveaux rythmes scolaires, il y a la fiscalité, il y a la sécurité. Donc, c'est vraiment prendre les gens à témoin dans leurs préoccupations quotidiennes pour essayer de contourner le jeu partisan, essayer de passer surtout par-dessus l'étiquette Front National. Les rythmes sont bouleversés, sauf ceux de Jean-François Copé. Il a trouvé son rythme de battleur, de tout ce qu'on veut. Hein. C'est le cas, Guillaume Tabar. Ils se sont retrouvés sur cette réforme des rythmes scolaires, ils se sont engouffrés dans la brèche, saisis la balle de la grogne. En tout cas, l'UMP, en tant que parti ou ses candidats dans les différentes villes, ont su faire fond sur les points de fixation, genre que l'élection de la fiscalité. Vous voyez comment NKM à Paris a lancé sa campagne avec la question de la fiscalité locale, au point que Anne Hidalgo a dû aller sur ce terrain et consentir à nécessiter de baisser. Même chose pour les Roms. Maintenant, c'est la question des rythmes scolaires. C'est vrai qu'il faut reconnaître que l'UMP, qui a eu quand même une longue phase un peu de, non seulement de turbulence, mais il n'y avait pas de boussole pendant un an. Là, sur cette rentrée, semble avoir retrouvé la capacité à s'accrocher à quelques thèmes qui marchent dans l'opinion. Finalement, pour ce parti. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités pour ce club d'éditorialistes. Merci Hervé Baudry, Michel Lervois, Guillaume Tabar et Jean-Luc
Jean-Luc Gombault, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission. Déshabillons-les. Belle soirée, à demain, avec grand plaisir.